Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la circulation océanique de surface, c'est-à-dire les courants qui impliquent la partie la plus superficielle des océans jusqu'à une profondeur maximale de 400 mètres. Cela correspond à environ 10% de l'eau qui se trouve dans les bassins océaniques. Cependant, cette couche superficielle joue tout de même un rôle très important car il constitue une sorte d'interface entre les profondeurs marines et l'atmosphère qui se trouve au-dessus. En effet, d'un côté, les courants de surface rejoignent la circulation océanique globale et de l'autre, ces courants dépendent fortement de la circulation atmosphérique. Puisque nous avons déjà parlé en détail de la circulation atmosphérique dans la vidéo qui apparaît en haut à droite de l'écran, je vous invite à la regarder si vous voulez voir tout cela plus calmement. Et ici, je vais juste vous rappeler que, à l'échelle de la planète, la circulation atmosphérique est divisée en 3 grandes zones de circulation des vents. Dans l'hémisphère nord, près de l'équateur, la Terre est parcourue par des vents qu'on appelle les alizés qui soufflent du nord-est vers le sud-ouest. Aux moyennes latitudes, les vents dominants soufflent de l'ouest vers l'est et pour finir aux hautes latitudes, on a une cellule polaire dans laquelle les vents soufflent généralement de l'est. Le tout se répète de façon symétrique dans l'hémisphère sud où l'on retrouve les mêmes vents. Or, comme vous pouvez vérifier vous-même en soufflant sur un verre d'eau ou un bol de soupe, lorsque le vent souffle sur une surface d'eau, une petite partie de son énergie est transférée à l'eau qui se met donc en mouvement. Ainsi, le système de vent dominant que l'on vient de décrire est reflété par un système de courant d'eau à la surface des océans. Si l'on compare les deux circulations, on remarque tout de suite la similitude. Cependant, en regardant de près, on pourra aussi apercevoir quelques différences. Notamment, la direction des courants n'est pas exactement la même que la direction des vents, car l'effet de Coriolis intervient et dévie la trajectoire des courants. Mais regardons cela de plus près. Lorsque le vent passe sur la surface de l'eau, la force de friction ou frottement entre l'air et l'eau fait ainsi que l'eau la plus proche de la surface commence aussi à bouger. À son tour, l'eau qui bouge est soumise à la friction avec la couche d'eau sous-jacente, à laquelle elle doit donc transférer une partie de son énergie, et fait ainsi que cette couche aussi commence à bouger et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute l'énergie soit dissipée. Ainsi, lorsqu'on considère une colonne verticale d'eau, on remarquera deux choses. Premièrement, à chaque passage, l'énergie transférée diminue et donc l'eau va de moins en moins vite. Et deuxièmement, chaque fois que le mouvement est transféré à une couche inférieure, l'effet de Coriolis en dévie la trajectoire. Je vous rappelle que l'effet de Coriolis est lié à la rotation de la Terre autour de son axe, et plus spécifiquement au fait que l'équateur tourne plus rapidement que les zones polaires. Suite à cela, toute masse qui voyage vers l'équateur apparaît déviée contre le sens de rotation, donc vers l'ouest, lorsque, au contraire, une masse qui voyage de l'équateur vers les pôles apparaît déviée vers l'est. Le résultat de tout cela est une spirale, dite spirale d'Ekman, dans laquelle, à la surface, le mouvement de l'eau forme un angle d'entre 20 et 45 degrés avec la direction du vent. Mais en profondeur, l'eau peut carrément aller dans la direction opposée. En moyenne, lorsque l'on considère la colonne d'eau qui bouge dans sa totalité, la direction du mouvement forme un angle de 90 degrés avec le vent. On appelle ce mouvement global de l'eau à un angle de 90 degrés par rapport au vent le transport de Ekman. Dans l'hémisphère nord, le transport de Ekman résulte en deux grandes boucles, dites gyres, dans lesquelles l'eau circule dans le sens des aiguilles d'une montre, un dans l'océan Pacifique et l'autre dans l'océan Atlantique. Dans l'hémisphère sud, le transport de Ekman crée 3 gyres qui circulent dans le sens inverse, un dans le Pacifique, un dans l'Atlantique et un troisième dans l'océan Indien. Ces gyres sont tristement connus car des tonnes d'ordures s'accumulent à leur cœur et forment ces vastes étendues de déchets, surtout plastiques, dont vous avez probablement entendu parler dans les nouvelles. Mais pour revenir à la circulation océanique, nous avons vu que le vent met l'eau en mouvement et que sa trajectoire est modifiée par l'effet de Coriolis. Or, Coriolis pousse l'eau vers le centre de la boucle. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la surface des océans n'est pas plate, mais présente des petits reliefs, on parle de quelques mètres, au centre des gyres. Et cela crée un gradient de pression qui, au contraire, pousse l'eau hors du centre.
Donc, la circulation est le résultat net de ces deux forces. D'un côté, Eggman et Coriolis qui poussent l'eau vers le centre, et de l'autre, la force de gravité qui la fait fuir vers l'extérieur. Or, il faut savoir que plus l'on va vers les pôles, plus l'effet de Coriolis est fort. Ainsi, près des pôles, les gyres s'étirent et leur centre est déplacé vers le ouest. Ainsi, dans chaque gyre, on peut distinguer 4 branches. 2 branches latitudinales, dont une équatoriale et une subpolaire, qui voyagent essentiellement de l'est vers l'ouest et vice-versa, et 2 branches méridiennes plus ou moins parallèles aux côtes des continents. Ces branches correspondent à des différents types de courants, car en fonction d'où elles se trouvent dans le gyre, les courants ont des caractéristiques spécifiques. Par exemple, à l'ouest des gyres, c'est-à-dire le long des côtes orientales des continents, les courants sont concentrés dans des couloirs relativement étroits et bien définis. Cela fait ainsi que ces courants soient très rapides. Parmi eux, on trouve le Gulf Stream, le plus grand et probablement le plus connu des courants marins qui amènent les eaux chaudes du golfe du Mexique vers l'Atlantique du Nord, mais aussi le courant des aiguilles qui s'écoule le long des côtes de l'Afrique, et encore dans le Pacifique, le courant de Kuroshio ou courant noir, devenu connu lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Tous ces courants aux limites occidentaux des océans sont des courants chauds, car ils naissent dans les régions équatoriales où l'eau est chaude et voyagent en amenant cette chaleur avec eux vers les régions polaires. Au contraire, dans les branches orientales des gyres, nous trouvons des courants froids qui descendent des pôles vers l'équateur. On y trouve par exemple le courant de Humboldt ou courant du Pérou dans l'océan Pacifique, le courant de Benguela qui remonte la côte occidentale de l'Afrique et dans l'hémisphère nord, le courant de Californie et le courant des Canaries qui coule depuis l'Atlantique du Nord jusqu'au Sénégal. Comparés aux courants chauds de la limite ouest, ces courants froids sont plus larges, moins profonds et moins rapides. Les branches occidentales et orientales sont liées près de l'équateur par des courants équatoriaux qui amènent l'eau de l'est vers l'ouest. À ces latitudes, l'effet de Coriolis est le plus faible et l'eau chaude tend à s'empiler vers la partie occidentale des bassins. Comme on a vu, la plus grande partie de cette eau chaude ira alimenter les courants chauds qui s'acheminent vers les pôles. Mais une petite partie de l'eau parvient aussi à revenir en arrière en suivant le sens de la pente. C'est pourquoi, au niveau de l'équateur, une centaine de mètres sous la surface, on rencontre aussi des courants de retour vers l'est appelés contre-courants ou sous-courants équatoriaux. On retrouvera ces courants prochainement lorsqu'on parlera du phénomène de El Niño. Mais pour l'instant, je veux attirer votre attention sur un dernier grand courant, le courant circumpolaire, aussi appelé grande dérive d'ouest, car il voyage tout autour de l'Antarctique, de l'ouest vers l'est, et isole le continent thermiquement. Ce courant est poussé par les vents très forts que l'on trouve à ces latitudes et, au contraire des autres courants qui sont limités par les continents, peut continuer son chemin sans entrave. Or, en plus d'être à l'origine de tous ces courants horizontaux, par endroits, le vent peut aussi provoquer des mouvements verticaux. C'est le cas, par exemple, lorsque les eaux de surface divergent comme à l'équateur. Ici, l'eau qui se trouve dans l'hémisphère nord est déviée par Coriolis vers le nord, lorsque dans l'hémisphère sud, l'eau se dirige dans l'autre direction. Cela provoque un mouvement ascendant qui s'appelle upwelling, qui fait remonter vers la surface l'eau qui se trouve dans la couche juste au-dessous, qui vient remplacer l'eau qui diverge. On peut aussi observer des zones d'upwelling près des côtes, notamment le long des côtes occidentales des continents, lorsque le vent vient du nord dans l'hémisphère nord ou du sud dans l'hémisphère sud. Comme on a vu, dans cette situation, le transport d'Ekman pousse l'eau à la surface loin de la côte. L'eau qui part est immédiatement remplacée par la remontée d'eau plus profonde. L'upwelling le long des côtes a des conséquences climatiques et économiques importantes. En effet, ces eaux sont généralement plus froides que l'eau de surface, mais aussi plus riches en nutriments provenant de la décomposition de la matière organique qui s'accumule sur le fond. Cette richesse contribue à la prolifération du phytoplancton, au grand bénéfice de toute la chaîne alimentaire marine. C'est pourquoi les zones d'upwelling sont parmi les plus fertiles et les plus poissonneuses au monde. En plus de cela, au fur et à mesure que l'eau froide monte et que la température de la surface de la mer se refroidit, l'air immédiatement au-dessus d'elle se refroidit également, et cela fait condenser la vapeur d'eau qu'elle contient.
Ainsi, près des zones d'upwelling, on observe très souvent du brouillard ou du stratus. De plus, l'air froid à la surface crée ce qu'on appelle une situation d'atmosphère stable, ce qui signifie que l'air froid et lourd ne parvient pas à monter dans l'atmosphère et à bouger à l'intérieur de la côte. Ainsi, lorsqu'au-dessus de la zone d'upwelling près des côtes, le climat sera plutôt froid et humide, dès qu'on laisse la côte pour aller vers l'intérieur, le climat sera au contraire très sec. C'est pour cette raison qu'à l'intérieur des côtes occidentales des continents, on a souvent des régions désertiques. Dans la prochaine vidéo dédiée à un phénomène qui s'appelle El Niño, nous allons explorer davantage cette relation entre courant de surface, météo et climat. Alors je vous invite à vous abonner si cela vous intéresse. Entre-temps, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.